L'île de Pâques est une île minuscule d'à peine 13 km par 8 km, complètement perdue au milieu de l'océan Pacifique. Étonnamment, on y découvrit un grand nombre d'imposantes statues de pierre. La plupart de ces statues étaient érigées sur des plateformes disséminées sur presque tout le pourtour de l'île. Ces statues, appelées moai, regardaient en direction du village de chacun des clans qui les avaient érigées et faisaient ainsi dos à la mer. Peu après l'arrivée des premiers explorateurs, alors que sévissaient des guerres de clans, ces moai furent peu à peu tous retrouvés gisant au sol, jusqu'à ce que, finalement, plus aucun d'entre eux ne se dresse à la surface de l'île. Nous savons que la vaste majorité des moai ont été sculptés à même la paroi du cratère de l'ancien volcan Rano-Raraku, et que de là, ils furent transportés vers les rivages afin d'y être érigés. Les moai sont des sculptures magistrales, mesurant plusieurs mètres de hauteur et pesant plusieurs tonnes. La question de savoir comment ils ont été transportés sur des distances parfois de plusieurs kilomètres intrigue depuis longtemps. En effet, la population de l'île ayant été décimée à plusieurs reprises au cours de son histoire, il ne fut pas possible d'obtenir d'informations de la part des Pasquans sur la manière précise dont les moai furent déplacés. Lors de sa découverte, l'île de Pâques était complètement dépourvue de grands arbres et le bois, indispensable à de tels travaux d'envergure, n'était donc pas disponible. Il est cependant maintenant bien démontré, grâce à l'étude de pollen fossilisé dans le sol de l'île, que celle-ci avait été boisée pendant des siècles, jusqu'à peu de temps avant l'arrivée des premiers explorateurs européens. Sachant que le bois était disponible à l'époque de la fabrication des moai, plusieurs essais furent alors effectués en tirant des statues sur des traîneaux, soit à même le sol ou sur des rondins, afin de tenter d'éclaircir comment les grandes statues auraient pu être déplacées à la surface de l'île. Récemment, un essai de déplacement des moai a cependant été effectué en utilisant une méthode complètement différente. Des chercheurs ont en effet réussi à déplacer une réplique en béton d'un moai en position debout, sans autre dispositif que des cordes solides manipulées par 3 équipes coordonnant leurs mouvements. Ce déplacement, effectué sur un terrain plat et sans obstacle, a relativement bien fonctionné. Le côté sensationnaliste de cet essai a aussi permis qu'il soit largement diffusé auprès d'un vaste public. Vouloir déplacer un moai debout n'est cependant pas nouveau en soi, puisqu'une méthode de transport pratiquement identique à celle-ci fut testée en 1986 par Thor Heyerdahl et le tchécoslovaque Pavel Pavel. Ceux-ci, avec l'aide d'une petite équipe, avaient réussi à déplacer un authentique moai uniquement à l'aide de cordage. Qu'est-ce qui motive ces chercheurs à vouloir déplacer les moai debout, alors qu'il semble beaucoup plus risqué de procéder ainsi que de les transporter en position couchée? Les personnes qui ont tenté ces expériences disent s'appuyer sur la tradition orale, laquelle mentionnerait que les moai marchaient. Plusieurs explorateurs et personnes en poste sur l'île ont en effet recueilli des informations au sujet de moai qui auraient marché. Cependant, pour évaluer la crédibilité d'une bride de tradition orale, il faut la considérer dans sa totalité afin de jauger de son réalisme. En prélever uniquement quelques mots sortis de leur contexte, aussi intrigants et spectaculaires soient-ils, risque de nous amener, plus souvent qu'autrement, à élaborer de fausses pistes d'explication. Or, ceux qui tentent de déplacer les moai debout ont tout bonnement prélevé les mots « les moai marchaient » sans tenir compte de leur contexte. Prenons la peine maintenant de regarder en détail la manière dont les différentes brides de la tradition orale font mention de cette expression « les moai marchaient ». Le grand ethnologue Alfred Métro mentionnait que lorsqu'il demandait aux Pasquans par quels moyens les moai avaient été transportés, la réponse qu'il obtenait le plus souvent d'eux était que le roi, le grand magicien, les faisait bouger avec les mots de sa bouche. Un autre explorateur précisa que les moai ont suivi un personnage important dans la nuit, qu'ils ont marché de leur propre gré, et que c'est ce qui expliquerait qu'à certains endroits sur l'île, ils ont été trouvés face contre terre, sous-entendant par là que les moai auraient trébuché. Un missionnaire sur l'île rapporta que le grand chef de l'île, ayant commandé aux moai de marcher, toutes les statues se mirent en mouvement et firent le choix des sites qui étaient le plus à leur goût. Une autre bride de tradition orale fait mention d'un dieu qui sculpta ces statues et qu'une fois achevées, il leur ordonna de marcher,
Tous les Moai se levèrent alors et allèrent se placer en ligne sur les plateformes. Finalement, l'explorateur Thompson rapporta que les légendes concernant les Moai sont nombreuses et que plusieurs pouvoirs leur étaient attribués, tels que marcher à la noirceur, assister les clans lors de concours ou délivrer des oracles. Si nous dressons une vue d'ensemble des informations contenues dans ces bribes de tradition orale, il semblerait donc que, suite à un ordre d'un personnage important, les Moai se seraient déplacés tous en même temps, en marchant d'eux-mêmes, et pour ajouter à la difficulté, ils se seraient déplacés de nuit, et comble d'autodétermination, ils auraient aussi choisi le site sur lequel ils voulaient être érigés. Considérant qu'il était impossible que les Moai aient marché d'eux-mêmes jusqu'aux plateformes, ceux qui ont accordé quelque crédibilité à cette histoire l'ont interprétée de manière très imaginative. Ils ont supposé que marcher voudrait tout simplement dire que les Moai ont été déplacés debout, et que comme de bien entendu, ils ne pouvaient pas se déplacer tout seuls, alors les Pasquans les auraient déplacés eux-mêmes à l'aide de cordages. Mais l'élément le plus important négligé par ces chercheurs consiste dans le fait que les Pasquans qui ont mentionné cette histoire de Moai qui marchaient ont toujours dit les Moai marchaient d'eux-mêmes de leur propre chef. Les Pasquans n'ont jamais en aucun cas mentionné que les Moai avaient été déplacés à la verticale, ni que leurs ancêtres les avaient déplacés dans cette position à l'aide de quelque moyen technique que ce soit. Mis à part le fait que rien ne mentionne que ce sont des Pasquans qui auraient déplacé les Moai debout, les autres éléments mentionnés dans cette histoire ne sont absolument pas crédibles. Comment croire en effet que les Moai auraient été tous fabriqués à peu près en même temps et qu'ils auraient été déplacés de nuit pour être positionnés un peu partout à la surface de l'île et non pas spécifiquement sur le Haou de la famille ou du groupe concerné, alors que les Moai représentaient symboliquement des défunts et qu'ils étaient réalisés à la demande spécifique d'une famille ou d'un clan. Toute cette histoire est en lien avec une pensée magique. Rappelons-nous que Thompson rapporte que plusieurs pouvoirs étaient attribués aux Moai, dont celui d'assister certains clans lors de concours et de délivrer des oracles. Le fait de marcher dans la noirceur n'était qu'un de ces pouvoirs. Remarquons que ceux qui essaient de faire déplacer les Moai debout ne se sont pas occupés des autres éléments mentionnés dans ces bribes de tradition orale, et ne se sont pas non plus penchés sur leur réalisme. Ils se sont contentés de prélever l'idée que les Moai marchaient, qu'ils ont ensuite interprétée à leur guise. Cette histoire abracadabrante ne nous informe absolument pas sur la manière dont les Moai ont été transportés. Il s'agit tout simplement d'une légende, dont certaines personnes ont tout simplement voulu retenir que les Moai marchaient, parce que cela semblait spectaculaire. Mais alors, comment les Moai ont-ils été transportés? À partir de l'étude minutieuse de la tradition orale de l'île de Pâques, des comptes rendus des premiers explorateurs et des rapports d'expédition des premières missions archéologiques et ethnologiques sur l'île, nous allons proposer une technique de transport à la fois sécuritaire, simple et efficace, qui aurait, selon nous, fort probablement été utilisée par les anciens Pasquans. Les Moai auraient donc été des représentations de personnes importantes décédées que l'on voulait immortaliser par une sculpture de pierre. Toujours selon la tradition orale, pour obtenir un Moai, il fallait passer une commande auprès de sculpteurs spécialisés du clan des Tupa Otu, lesquels étaient rétribués en nourriture de choix pour leur travail. La fabrication d'un Moai prenait du temps et de la précision. Une fois cette œuvre inestimable terminée, il fallait dans une première étape déplacer le Moai en lui faisant descendre le flanc du Ranuraraku pour l'amener jusqu'à sa base. Cette entreprise était complexe et risquée. Pour l'amener à bien, les Pasquans avaient conçu un ingénieux système dont les vestiges sont encore visibles au sommet du Ranuraraku. On peut en effet y voir d'énormes trous parfaitement ronds, d'environ 1 mètre de diamètre et d'1 mètre de profondeur. Certains de ces trous sont reliés ensemble par des petits tunnels qui auraient servi à y faire passer des cordages. On peut y voir aussi des proéminences rocheuses dont le contour est entouré de traces d'usure laissées par le passage répété de grosses cordes. Nous allons faire une petite reconstitution à partir des informations contenues dans la tradition orale. Supposons que nous sommes au sommet du Ranuraraku, près de ces fameux trous creusés dans la pierre. La tradition orale nous mentionne qu'un tronc d'arbre, appelé Tuhu, était inséré dans un de ces trous. Après ce tronc d'arbre était fixée une grosse branche de manière transversale appelée Tonga. Elle était solidement fixée au Tuhu et aux extrémités du Tonga
Des cordes étaient fixées qui reliaient le Tonga jusqu'au sommet du Tuhu. Le Tuhu était aussi solidement fixé dans le haut, après une autre corde, afin de stabiliser le tout. La tradition orale mentionne qu'ensuite, on attachait un moai avec une corde solide et qu'on attachait cette corde au Tuhu à la jonction du Tonga. Nous avons donc attaché une corde à un moai et cette même corde est attachée près du Tonga et à la jonction du Tuhu. Que se passe-t-il maintenant quand nous actionnons le Tonga? Car la tradition orale mentionne que le Tonga servait à faire tourner le Tuhu. Le moai se déplace. Le moai pouvait tirer vers le sommet du Ranuraraku jusqu'à l'endroit où était fixé le Tuhu. Et c'est ce que nous mentionne la tradition orale. Ce système servait à tirer le moai le plus près possible du Tuhu. Il s'agit d'un système de halage, un système tel un treuil ou un cabestan, qui s'avère être très très efficace puisqu'il démultiplie la force humaine et permet de déplacer une lourde charge en toute sécurité. Le moai était ainsi, petit à petit rapproché du treuil. Une fois rendu à cet endroit, il était relié à une longue corde de guidage qui descendait jusqu'au pied du volcan et continuait même jusqu'à la côte. Il pouvait ainsi glisser jusqu'en bas selon une trajectoire précise. De plus, d'autres cordes attachées au moai servaient aux Pasquans à le retenir pour éviter qu'il ne descende trop vite. Une fois arrivé au pied du volcan, le moai était placé en position debout afin que les sculpteurs puissent finaliser la sculpture de son dos. On retrouve encore aujourd'hui de nombreuses statues dressées à la base du Ranuraraku. Elles sont en grande partie enfouies dans le sol suite à plusieurs glissements de terrain. La tradition orale nous informe qu'une fois ce travail terminé, beaucoup de personnes venaient et pleuraient auprès du moai, lequel était dorénavant considéré comme l'effigie vivante du défunt. Les personnes qui avaient passé la commande d'un moai pouvaient décider de le faire déplacer et ériger sur leur aou, de sorte que la famille ou le clan ait un souvenir permanent du défunt. Compte tenu de la difficulté que représentait le transport et ensuite l'érection du moai sur son aou, tout en s'assurant qu'il n'y ait pas de bris, la direction des opérations aurait été l'affaire de spécialistes mandatés à cette fin. Cette étape, qui n'était pas obligatoire, avait cependant un coût supplémentaire, puisqu'il fallait non seulement rétribuer les spécialistes, mais aussi les simples participants, en les nourrissant, et ce, durant plusieurs jours, afin de les motiver à fournir l'expertise et la force musculaire nécessaires au déplacement d'une telle masse. Compte tenu de cet investissement sous forme de nourriture et de l'importance qu'avait déjà acquis ce moai aux yeux de la famille et des membres du clan comme étant le souvenir du défunt, comment croire un seul instant que les Pasquans aient pu privilégier une méthode de transport à tel point risquée que selon les auteurs qui croient que les moai ont été déplacés debout, un moai sur deux aurait été accidenté en cours de route et n'aurait pas pu être emmené jusqu'à sa destination finale. Il semble de surcroît totalement aberrant que les Pasquans aient pu utiliser une telle méthode de transport qui aurait gaspillé autant de moai sur plus d'une centaine d'années, sans qu'ils aient envisagé d'en utiliser une autre plus sécuritaire. D'autant plus que le dispositif qu'ils ont utilisé pour faire descendre les moai du Ranuraraku nous démontre qu'ils pouvaient faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Nous croyons que tout au contraire, il devait être impératif pour les Pasquans que le moai parvienne à destination sans encombre, sinon des délais et des coûts additionnels se seraient ajoutés pour mener à bien la commande. Lors de son expédition à l'île de Pâques en 1914-1915, Catherine Routledge a découvert d'anciens chemins, larges et bien aménagés. Ces chemins partaient du Ranuraraku dans différentes directions et selon toute vraisemblance, ils auraient été utilisés pour déplacer les moai vers les rivages. Curieusement, le long de ces chemins de transport, plusieurs moai furent retrouvés gisant au sol à différents endroits et un grand nombre d'entre eux étaient brisés. Ces moai gisant au sol le long des chemins de l'île constituent le principal argument de ceux qui croient que les moai ont été déplacés debout. En effet, considérant comme tous et chacun d'ailleurs que ce mode de transport serait hautement risqué, ils croient que cette façon de procéder serait la seule et unique qui pourrait expliquer pourquoi tous ces moai gisent maintenant au sol. Or,
Si, comme nous le pensons, les Pasquans ont plutôt privilégié une méthode beaucoup plus sécuritaire pour le transport de leurs précieux moailles, tel un transport en position horizontale, pour quelle raison alors retrouve-t-on autant de moailles gisant au sol le long des chemins, le plus souvent en 2 ou 3 morceaux? S'ils sont effectivement tombés à terre, c'est donc qu'ils étaient en position verticale. Mais étaient-ils à la verticale parce qu'on les transportait de cette manière ou parce que tout simplement ils avaient été érigés à cet endroit? Routledge, lors de son enquête sur le terrain, en est arrivé à la conclusion qu'il ne s'agirait pas de moailles brisées durant un processus de transport. Dans un premier temps, elle a constaté que les traces d'érosion sur ces moailles démontraient qu'ils avaient été positionnés à la verticale durant une longue période de temps avant de se retrouver au sol parfois brisés. Elle a aussi remarqué que certains de ces moailles qui n'étaient pas complètement couchés à terre avaient leur base encore légèrement enfoncée dans le sol. Suite à ces constatations, elle en a conclu que ces moailles auraient tout simplement été érigées aux endroits où ils ont été retrouvés. Routledge fut convaincu que les moailles gisant au sol le long des chemins n'avaient pas été brisées ni même abandonnées durant leur transport. Elle précise que son expédition n'a jamais trouvé un seul moaille gisant le long des chemins qui aurait permis d'affirmer de manière définitive qu'on était en train de le déplacer. Devant une telle analyse de la situation, l'hypothèse de ceux qui croient que les moailles couchées à terre le long des chemins seraient des moailles abandonnées ou brisées durant leur transport à la verticale ne semble guère plausible. Routledge suggère que ces moailles auraient été placées de cette manière pour garnir les chemins à l'approche de l'atelier de fabrication des moailles afin de produire de magnifiques avenues dont les géants de pierre gardaient la voie conduisant à la montagne sacrée. Ces moailles auraient donc été érigées dans l'intention de produire un effet imposant, en quelque sorte des allées triomphales. Comment les Pasquans ont-ils bien pu procéder pour déplacer les moailles en toute sécurité? La tradition orale contient des informations très diverses. Quelquefois, elle rapporte des événements ou des façons de procéder de manière complètement rocambolesque, comme la bribe de tradition orale concernant les moailles qui marchaient. Souvent, cependant, les informations sont précises, cohérentes et surtout très logiques. Il y a bien longtemps, un Pasquan réfugié à Tahiti a transmis cette information concernant le déplacement des moailles. Selon lui, ses ancêtres plaçaient des cailloux ronds sous le moaille, puis les participants poussaient et tiraient, et le moaille roulait peu à peu jusqu'à sa destination. Des années plus tard, un explorateur apprit aussi que les Pasquans avaient utilisé des pierres provenant de la plage pour faciliter le transport des moailles. Métro a aussi appris de la part de vieux Pasquans que pour déplacer les moailles, il fallait faire usage de leviers de bois, de patates écrasées et de pierres rondes qui facilitaient le glissement des lourdes masses. Ainsi, selon ces informations recueillies auprès de différents Pasquans, à des époques bien différentes, des pierres rondes étaient systématiquement utilisées pour transporter les moailles. Nous savons que les pierres de forme arrondie étaient abondantes à l'île de Pâques. Les Pasquans les ramassaient d'ailleurs en grande quantité au bord des rivages, car comme toutes les autres pierres trouvées sur les rivages à travers le monde, elles étaient façonnées par la force de l'eau qui leur donnait une forme de plus en plus sphérique. Des pierres sphériques étaient utilisées par les Pasquans pour réaliser des terrasses pavées devant les huttes et des allées cérémonielles devant les haies. Il suffisait donc aux Pasquans, lorsqu'ils les ramassaient, de sélectionner celles qui convenaient le mieux en termes de résistance, de grosseur et de forme pour être utilisées pour le transport des moailles. Voici des pierres que j'ai ramassées. Une qui est sphérique, elle n'est pas parfaitement ronde, et c'est ce genre de pierre beaucoup plus gros que les Pasquans mettaient devant les allées cérémonielles. Et voici une autre pierre qui, elle, est parfaitement sphérique, et c'est ce genre de pierre beaucoup plus volumineuse que les Pasquans ont pu utiliser pour déplacer les moailles. Ces informations sur le transport des moailles à l'aide de pierres rondes sont les seules et uniques informations, mis à part l'histoire rocambolesque des moailles qui marchaient de même, qui nous ont été fournies par les Pasquans. Elles sont donc les seules qui peuvent nous être utiles pour résoudre l'énigme du transport des moailles. Ces informations sont crédibles et réalistes, mais elles ne nous éclairent pas sur la manière précise dont ces pierres rondes auraient été utilisées. Cependant, ne pas tenir compte de la tradition orale et des informations provenant des Pasquans dans ce cas précis ouvrirait la porte à toutes les spéculations possibles concernant le transport des moailles.
Lorsqu'on veut déplacer une énorme masse en la tirant, le principal problème consiste dans la friction entre l'objet que l'on veut déplacer et la surface du sol. Cette friction nécessite un effort supplémentaire considérable. Il est donc fort possible que les passeoires aient utilisé efficacement des pierres rondes comme moyen de réduire la friction, puisqu'il s'agit alors de faire rouler l'objet. Cette façon de faire nous semble aussi très réaliste. Elle ne demande que peu de ressources, puisqu'il s'agit de pierres trouvées au bord de la mer. De plus, elles étaient disponibles en profusion, car les vagues en rapportaient régulièrement sur les rivages. Cependant, l'utilisation de pierres rondes pour faire rouler les moailles, même si cela paraît simple à première vue, présente des inconvénients majeurs. En effet, les moailles, lorsqu'ils sont couchés, sont longs et étroits. De plus, la partie ventrale et la partie dorsale du moaille constituent une surface sinueuse aux courbes plus ou moins accentuées. Il n'est donc pas concevable que uniquement en plaçant des pierres rondes directement sous le moaille, on ait réussi à le transporter. Celle-ci aurait pu se coincer à différents endroits, aurait pu sortir latéralement de sous le moaille et ce de façon inattendue. Le frottement aussi des pierres directement sur le moaille aurait pu user certaines parties, en abîmer la surface. Le moaille aurait pu être déséquilibré, il aurait pu tomber. Or, une chute, même sur une faible hauteur, aurait risqué de détériorer des parties fragiles, telles le nez, les oreilles, les bras. Et pour qu'un moaille soit honoré comme une représentation d'ancêtre, il est important qu'il arrive intact et qu'il soit érigé intact sur le haut. Donc, faire rouler le moaille directement sur des pierres ne semble pas réaliste. Alors, comment les Pasquans ont-ils bien pu s'y prendre pour déplacer un moaille en le roulant, mais de façon sécuritaire? Donc, il faut trouver une autre solution. Je crois que les moailles utilisaient un traîneau. D'une part pour protéger le moaille adéquatement, et d'autre part, ce qui aurait facilité le roulement du moaille sur des pierres rondes. Un traîneau très simple. Un traîneau de ce genre, conçu uniquement avec des troncs assemblés côte à côte, reliés ensemble, et sur lequel on aurait installé le moaille. Celui-ci aurait été positionné de manière très sécuritaire, et il aurait suffi de glisser sous le traîneau des pierres rondes, ce que nous allons faire. Nous allons utiliser des billes, une certaine quantité de billes. Il est à remarquer qu'en assemblant les troncs côte à côte de cette manière, les billes vont pouvoir circuler dans les sillons formés par la jonction des deux troncs. Ce qui fait qu'une bille que l'on positionne à l'avant va ressortir à l'arrière dans le même sillon. Nous allons répartir le traîneau sur un certain nombre de billes. Et nous allons par la suite installer le moaille sur ce traîneau. Et voilà. Remarquez maintenant avec quelle facilité déplacer le moaille. Le moaille roule tout simplement sur les billes que j'ai mis, mais qui en réalité seraient des pierres rondes. Et donc, avec des pierres que les Pasquans ont trouvées au bord des rivages, avec quelques troncs d'arbres avec lesquels ils confectionnaient un traîneau, par ailleurs réutilisable, donc les ressources n'étaient pas gaspillées. Les pierres, il n'y avait pas besoin de les façonner, puisque la nature s'en chargeait. Il aurait été donc très facile de déplacer les moailles à la surface de l'île. Et d'ailleurs, Catherine Routledge a mentionné que si elle ne savait pas comment les moailles avaient été déplacées, la seule constatation qu'elle pouvait apporter, c'est que des routes bien tapées, bien aménagées, avaient été réalisées. Et c'est ce qui est important dans cette manière de déplacer les moailles, c'est d'avoir une surface plane bien tapée, de façon à ce que les pierres puissent rouler librement. C'est la façon dont nous concevons que les moailles auraient pu être déplacés, qui correspond d'ailleurs à des éléments crédibles de la tradition orale, qui était de placer des pierres, et après ça,
On faisait rouler le moaï sur les pierres en tirant, en poussant. Et cette manière très sécuritaire explique aussi que jamais Catherine Routledge n'a trouvé un moaï brisé au sol qui, selon elle, aurait été un moaï qu'on était en train de déplacer. Donc, il n'y aurait eu aucun moaï de retrouver le long des chemins de l'île brisés parce qu'on était en train de les transporter. Et c'est ce qu'il faut retenir. Remarquons que quand les billes sortent à l'arrière du traîneau, il suffit de les repositionner à l'avant, dans le même sillon que où la bille est sortie, ce qui fait qu'en tout temps, nous avons un nombre égal de pierres rondes sous le traîneau dans chacun des sillons. Donc c'est une méthode un petit peu lente, puisqu'il s'agit de déplacer les pierres, les ramener à l'avant du traîneau au fur et à mesure qu'ils sortent à l'arrière, mais d'une méthode très efficace et très sécuritaire. Très peu d'effort est nécessaire pour tirer un moaï sur un traîneau qui roule que en essayant de le tirer à même le sol ou même sur des rondins. C'est beaucoup plus facile parce qu'on a affaire en quelque sorte à un système de roulement à billes, tout simplement. Le moaï le plus grand et le plus lourd à avoir été transporté sur l'île de Pâques fut érigé à Laou Tepito Kura, sur la côte nord de l'île. Ce moaï, appelé paro, mesurait 10 mètres de hauteur et son poids est estimé à plus de 20 tonnes. Il n'est peut-être pas anodin que tout près de cet aou, une pierre ronde très dure et très solide, de plus de 60 cm de diamètre, est exposée parfaitement en évidence, constituant un objet sacré pour les Passois. Il est bien possible qu'il y ait un lien entre le moaï le plus grand et le plus lourd à avoir été transporté à la surface de l'île et une énorme pierre ronde dont il est dit qu'elle est dotée de mania, c'est-à-dire de pouvoirs quasi magiques. Si quelques statues de pierre ont bien été réalisées ailleurs en Polynésie, jamais il n'a été découvert un nombre aussi impressionnant de statues qu'à l'île de Pâques. Il n'a pas non plus été découvert de statues aussi grandes et aussi lourdes que certains moaïs qui furent déplacés sur l'île. Des statues d'un style aussi épuré que celui des moaïs n'ont pas non plus été découvertes ailleurs en Polynésie. D'autre part, il n'a jamais été rapporté par des explorateurs, ni même par des traditions orales, que les Polynésiens auraient utilisé un système de treuil pour déplacer de lourdes charges. Il n'a jamais non plus été rapporté qu'ils auraient utilisé des pierres rondes pour déplacer de lourdes charges en les faisant rouler. Quelle peut donc bien être l'origine du style des moaïs, ainsi que de la méthode utilisée pour les déplacer? S'agit-il là d'invention locale? Les habitants de l'île de Pâques auraient-ils développé une culture originale à ce point complètement différente de l'immense bassin polynésien? Ou pourrait-il tout simplement s'agir d'influences extérieures à la culture polynésienne? Telle est la question. Ki hio io te tuhu e here te tonga a te wahenga. Ki riva he hana a kateka he hai ho a te pu a te wahenga o te tuhu mo te tora here tonga. I here ta koa te tora e tahiki te tupu o te tonga. Merunga me te tupu.